Bonsoir à tous, bienvenue au programme de cette édition. Au Mali, tension à l'ouverture d'une nouvelle session de concertation sur la transition. L'opposition durcit le ton face aux militaires. La liste définitive des candidats à la présidentielle dévoilée en Guinée. Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo sont officiellement dans la course. Et puis au Niger, le bilan des inondations ne cesse de s'alourdir. Au moins 65 morts et des centaines de milliers de sinistrés. Manifestation dispersée à coups de gaz lacrymogène à Bamako. Une centaine de membres du M5 RFP perturbaient ce matin l'entrée des participants à une nouvelle session de concertation nationale avec la junte. Concertation lancée le week-end dernier par les militaires dans le but de définir les contours et conditions de la transition. L'opposition en colère réclame la mise en place immédiate d'un régime civil avant d'entamer toute discussion. Pierre-Antoine Denis. 3 jours pour trouver une solution. Au total, 500 personnes sont présentes au forum pour cette consultation nationale. Partis politiques, syndicats, ONG, tout est fait pour vivre un moment historique, selon le colonel Assimi Goïta, chef d'État depuis le 24 août. Nous sommes à un tournant important de notre histoire. Nous devons laisser nos différents côtés et saisir cette opportunité pour bâtir les jalons d'un Mali refondé sur le travail, l'efficience, la justice sociale, un Mali paisible, créatif et solidaire où il fait bon vivre. Goïta et la junte militaire jouent donc gros parce que c'est la promesse d'un avenir meilleur faite le jour du 4e coup d'État dans l'histoire du pays depuis l'indépendance qui est sur la table. Je tiens à renouveler notre volonté de participer à la mise en place d'une architecture de la transition et c'est là dans le respect de la volonté du peuple malien. Pression aussi extérieure, car derrière l'envie d'une longue transition de 3 ans, la CEDEAO, elle, a tapé du poing sur la table cette semaine, souhaitant un président et un gouvernement par intérim au plus tard le 15 septembre. Mais dans la salle, on se veut optimiste. C'est un discours de consensus, c'est un discours d'encouragement. C'est positif. Pour l'instant, c'est positif et on est optimiste. Sauf que dehors, la situation est divisée. Des manifestations ont eu lieu dans la matinée en amont du sommet, obligeant la police à utiliser du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Et sur le plan politique, le M5, le parti à l'origine de la contestation ayant renversé IBK, aucun accord peut être trouvé sur les conditions de la transition. Reste donc à savoir si la feuille de route préparée par un groupe d'avocats et de chercheurs sera acceptée par la Convention ce week-end, afin que le Mali puisse enfin ouvrir une nouvelle page de son histoire. Et pour évoquer cette situation plus en détail, Drissa Kanambaye est en direct avec nous de Bamako. Monsieur Kanambaye, bonsoir. Tout d'abord, avez-vous plus de précisions sur ce qui s'est passé ce matin? Vous étiez sur place. Bonsoir. Effectivement, aujourd'hui, les journées de concertation ont commencé. En fait, c'est que l'incident qui s'est passé devant le Centre international de conférence de Bamako, c'est que en fait, la présence était conditionnée à la présentation de cartons d'invitation. Donc, le mouvement du 5 juin c'est plein parce qu'il n'y avait pas assez de cartons d'invitation et il y a la jeunesse qui se voyait un peu écartée des journées de concertation. Alors, l'opposition estime qu'on lui a confisqué sa révolution. Qu'en est-il vraiment? Bon, quand on veut construire un pays, on ne peut pas tout le temps réclamer la paternité d'une lutte. Je crois que si la révolution est vraiment sincère, l'objectif étant le changement et que cet objectif étant atteint, je crois qu'on doit compter sur l'inclusivité de tous les acteurs du pays pour construire un Mali nouveau. Donc, je crois qu'il ne sert à rien de vouloir, comment dirais-je, revendiquer une paternité totale et entière, parce que je crois que le Mali tout entier a besoin de changement et ce n'est pas un seul groupe qui devrait revendiquer cette paternité. Monsieur Kanambaye, l'ultimatum fixé par la CEDEAO à la junte pour désigner un président et un premier ministre civil expire dans 5 jours. Le délai est-il tenable? Le délai me semble assez court, mais bon, puisque le Mali est un pays de dialogue et de consensus, les dialogues, les concertations ont commencé ce matin et qu'à l'issue de ces concertations, j'espère que la junte et puis tous les mouvements vont trouver une solution pour respecter
accepter et respecter les conditions de la CEDEAO, parce que les sanctions de la CEDEAO étoufferaient définitivement le Mali qui souffre déjà beaucoup trop. Monsieur Kanambaye, merci d'avoir été avec nous dans ce journal. En Guinée, on connaît désormais les noms des candidats à la présidentielle. La Cour constitutionnelle a dévoilé la liste officielle. 12 dossiers de candidature validés sur 13 déposés, dont celui du président sortant, Alpha Condé, qui brigue un 3e mandat. La Cour a donc tranché en sa faveur, alors que l'opposition dénonce toujours une candidature anticonstitutionnelle. L'opposition, dont le chef de file est aussi officiellement dans la course, Cellou Dalein Diallo, qui, dans le même temps, a été exclu du Front national de défense de la Constitution. Le FNDC maintient sa position et appelle au boycott du scrutin. Lamine Nouridine Konkobo. Le grand feuilleton de la vie politique en Guinée. Parmi ces épisodes depuis octobre 2019, ces affrontements dans la rue entre la police et une jeunesse en révolte. L'un des grands acteurs, le Front national pour la défense de la Constitution, une coalition hétéroclite de formations politiques et de la société civile. Hier, unis contre le référendum constitutionnel et le 3e mandat éventuel du président Condé, les composantes du FNDC sont en désaccord aujourd'hui sur le boycott de la présidentielle. Plus qu'un malentendu, c'est une déchirure qui a pris hier mercredi la forme d'une exclusion. Une exclusion du FNDC de tous les opposants qui se sont lancés dans la course à la présidentielle. Les partis politiques qui ont décidé d'aller compétir, aujourd'hui se sont éloignés des principes et de la ligne du FNDC. Il y va de soi que nous ne pouvons que constater le retrait volontaire. Nous sommes prêts. Voici l'homme le plus épinglé par le FNDC sans le désigner nommément. Cellou Dalein Diallo a été une figure de proue de la coalition depuis sa naissance l'année dernière. Lors de la convention de son parti au cours du week-end, l'opposant a expliqué la logique de sa décision d'aller aux urnes, déclarant, je cite, « Nous avons estimé qu'il était bon, qu'en plus des manifestations pacifiques contre le 3e mandat d'Alpha Condé, de se battre aussi dans les urnes contre ce 3e mandat. On peut faire les deux concomitamment. » Les partisans de l'IFDG exclus peuvent-ils s'associer à l'avenir aux actions du Front national de défense de la Constitution? Le combat contre le 3e mandat continue. En ce sens, le FNDC a besoin de tous les citoyens, tous les Guinéens épris de justice et de démocratie pour cet état de fait. Voilà un propos de modération, mais la fin de l'union sacrée au sein du FNDC est quelque peu une victoire pour le président Condé. Celui-ci a désormais en face de lui une opposition aux voix multiples. Et cette victoire symbolique vient s'ajouter à celle qu'il a remportée devant la Cour constitutionnelle. En effet, contre l'avis des opposants du président sortant, la Cour a validé la candidature d'Alpha Condé pour son 3e mandat éventuel. Un sujet de Lamine Nouridine Konkobo. Rejoignons à présent l'artiste guinéen Eli Kamano qui avait annoncé son intention de briguer la présidence. Monsieur Kamano, bonsoir. Votre nom ne figure pas sur la liste définitive des candidats. Pourquoi ? Tout à fait. Bonsoir. Mon nom ne figure pas parce qu'on n'a pas pu hâter notre candidature pour faute de moyens. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la CENI a fixé la caution à 800 millions de nos francs et c'était une façon pour moi, à mon avis, d'écarter et de faire entourer M. Alpha Condé par des valets qui vont demain lui prêter main forte et qui vont faire, si vous voulez, une sorte de clôture autour de lui et gagner ses élections au premier tour. Parce qu'il n'est pas question que Cellou Dalein Diallo, pour la 3e fois, puisse tenir devant Alpha Condé. Nous l'avons dit chaque fois que nous avons eu l'occasion de le dire très haut que la configuration sociopolitique de la Guinée aujourd'hui ne permet pas à M. Dalein de tenir devant Alpha Condé. Donc, si on n'est pas allé aux élections, c'est parce qu'on n'a pas pu mobiliser les fonds nécessaires pour aller aux élections. Monsieur Kamano, vous êtes un artiste. Pourquoi teniez-vous à participer à cette élection? Je ne suis pas qu'un artiste, j'ai été activiste et panafricaniste. Je défends des valeurs. Pour moi, la démocratie, l'avènement de la démocratie dans ce pays, je suis un acteur majeur parce que je me suis érigé en défenseur des droits des Guinéens durant les 2 régimes militaires qui se sont succédés en Guinée. J'ai fait de la prison, j'ai été exilé et tout. Aujourd'hui, je ne suis pas satisfait de la gestion justement de la Guinée. Et aujourd'hui, les dirigeants que nous avons ne répondent pas aux attentes des populations. Alors,
je mets à profit ma popularité, je mets à profit ma loyauté, je mets à profit mon patriotisme pour essayer de briguer la magistrature suprême et gouverner avec une volonté patriotique. Donc, l'artiste aussi est un citoyen, l'artiste ne naît pas avec un micro, le politique ne naît pas avec la parole politicienne dans sa bouche. Il naît comme un citoyen, il apprend à devenir en fonction des projets qu'il a et en fonction des rêves qu'il a. Monsieur Kamano, très rapidement, votre avis sur cette troisième candidature d'Alpha Condé qui a été validée par la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une des raisons aussi pour lesquelles nous voulions partir à ces élections. Nous voulions sanctionner M. Alpha Condé dans les urnes parce que Alpha Condé devant Cellou Dalein. Elie Kamano, merci d'avoir été avec nous. Dans le reste de l'actualité également, Denis Mukwege, placé sous protection des forces de sécurité des Nations Unies. Le prix Nobel de la paix fait depuis longtemps l'objet d'intimidations et de menaces de mort en RDC. Des centaines de personnes ont récemment protesté pour appeler à la protection de celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes. Gigantesque incendie au port de Beyrouth, 5 semaines après l'explosion qui a coûté la vie à 192 personnes. Le feu a pris dans un entrepôt où étaient stockés des pneus et des huiles, indique le directeur par intérim du port. On ignore encore son origine, pas de victimes, a déclaré. Autre incendie, celui qui a ravagé le plus grand camp d'Europe, le camp de Lesbos. Des milliers de demandeurs d'asile désormais sans abri attendent l'arrivée de l'aide d'urgence sur le bord des routes. Hier soir, un nouveau feu s'est déclaré dans une partie du camp qui n'avait pas été trop touchée mardi, provoquant de nouvelles scènes de chaos. L'état d'urgence a été déclaré sur l'île, la police anti-émeute déployée. Le désespoir également au Niger, au moins 65 morts et plus de 300 000 sinistrés. Bilan de fortes pluies qui s'abattent depuis des mois sur le pays. Des dizaines de milliers d'habitations détruites, des cultures entières emportées. Plusieurs quartiers de la capitale Niamey sont toujours sous les eaux. Olivier Weber. De l'eau jusqu'à la taille, dans ce quartier de Niamey, riverain du fleuve Niger, les habitants ont tout perdu. Cela faisait des mois déjà que de fortes pluies s'abattaient sur le pays, faisant monter le niveau du fleuve Niger. Avec les pluies torrentielles des derniers jours, des digues ont fini par céder. J'ai 35 ans et je n'ai jamais vécu une telle catastrophe. En 2012, il y avait eu une crue de fleuve, mais elle n'avait pas revêtu cette ampleur. Le dernier bilan est dévastateur, 65 morts par noyade ou effondrement de maisons, plus de 300 000 sinistrés, détruits plus de 30 000 maisons, mais aussi de nombreuses mosquées, des greniers à céréales ou des puits d'eau. Les régions du Niger les plus touchées sont Niamey, la capitale, Maradi, Tawa, Tillabéri et Dosso, mais le nord désertique n'est pas non plus épargné. Ici à Niamey, ses habitants se sont installés au bord d'une route après avoir fui leur maison. Les secours recensent les sinistrés. Qui est responsable? Le gouvernement reproche aux collectivités locales et à une partie de la population de ne pas respecter les consignes en construisant dans des zones inondables. Les habitants, eux, réclament des terrains sécurisés. On est également à l'origine de nos problèmes. Vous allez voir, dès que les eaux vont se retirer, de nombreuses personnes vont revenir s'installer aux mêmes endroits de manière sauvage. Le calvaire de ces sinistrés ne fait que commencer. Ils sont désormais vulnérables au risque de maladies hydriques comme le choléra. Et on commence cette page des sports avec la victoire de Serena Williams en quart de finale de l'US Open. La joueuse garde ainsi l'espoir d'un 24e titre en Grand Chelem, ce qui serait un record. De l'autre côté, Naomi Osaka est aussi en demi-finale face à Jennifer Brady. Si la japonaise et Serena Williams gagnent leur demi-finale, nous aurons droit à un remake de la finale de l'US Open de 2018. Et en football, tous les signaux sont au vert pour Arsenal et Pierre-Emerick Aubameyang. La star gabonaise des Gunners doit signer son nouveau contrat dans les prochaines heures, avec à la clé une revalorisation salariale importante pour le capitaine des hommes de Mikel Arteta. Il deviendrait tout simplement le joueur le mieux payé du club devant l'Allemand Mesut Özil. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.